Merci d'accueillir Claudine Lepalec-Marant. Bonsoir, messieurs, dames. Enseignante à Amiens et à l'Université Paris 8, qui intervient donc pour ce nouveau rendez-vous des cours au Méliès. Les cours au Méliès qui se prolongent l'année prochaine. J'annonce d'ores et déjà le thème de l'année prochaine. Mais oui, évidemment porteront l'année prochaine sur le son, dont nous n'avons pas encore parlé. Ouais, ça va être vachement bien. On va le caler assez vite. J'ai peur de désistement tellement on aborde moins cette question spontanément en analyse de film que l'analyse de l'image, des échelles de plan, des mouvements de caméra, enfin ce qu'on a pu faire ces dernières années. Et donc, je rappelle que ce cycle est un cycle fondé sur l'analyse filmique en salle, et que donc vous allez avoir un cours de Claudine, présentement, qui a par ailleurs choisi ce film de Lubitsch que vous allez voir tout à l'heure. Et comme le film est court, on va commencer tôt pour pouvoir intervenir aussi après le film. C'est vachement bien ça, non? Oui. Vous rentrez chez vous, il est minuit et demi, enfin normal quoi. Sur ce, bonne soirée et merci beaucoup Claudine d'être là pour la 3e année consécutive de ce cycle. On peut te réapplaudir pour ça aussi. Merci beaucoup pour la confiance, Stéphane. Donc j'espère que ça va vous plaire, en sachant que du coup c'est vrai que je pense que chaque intervenante et intervenant vient évidemment avec sa propre cinéphilie, et que j'ai eu envie de quelque chose d'assez classique. Vous allez voir, et que je suis restée dans la fiction aussi. J'ai envie de vous prévenir parce que donc, je vais basculer sur les petites choses que j'ai prévues. De parler de la question de cette entrée de sortie de champ qui était la commande de Stéphane Goudet en lien avec cette question des personnages, de leur humanité, de la place dans le décor et de leur rencontre aussi, avec cette idée aussi de multiples couples. Donc je suis vraiment partie de cette idée de comment les entrées et sorties de champ, en lien principalement avec la filiation entre le théâtre et le cinéma, mais aussi une manière de considérer le cinéma en général en fonction de ses personnages et en fonction de leur humanité. Peut-être une idée que les entrées et sorties de champ sont liées à la manière dont les cinéastes, femmes et hommes, se représentent l'humanité qu'ils ont envie de montrer. Tout ça pour nous accompagner jusqu'à la Lubitsch Touch, qui va utiliser évidemment énormément ses entrées et ses sorties de champ. Alors, voilà, j'avais envie de commencer par le début. Donc, prendre évidemment une vue, parce qu'on ne parlait pas de film, qui est L'arroseur et arrosé. J'ai révisé, j'avais oublié que c'était l'arroseur et arrosé, et non pas l'arroseur arrosé, que dans ma mémoire c'était comme ça que s'appelait La vue des frères Lumière. Donc j'ai recommencé depuis le début pour justement voir ces entrées et ces sorties, comment elles ont été montrées, mais aussi comment justement les acteurs ont réagi à ce qui s'imposait à eux par rapport à ce début. J'ai choisi ce film parce que il est présent dans la projection du 28 décembre 1895, mais que c'est aussi parmi les vues quasi le seul qui est en rapport avec la fiction, qui est déjà pensé comme une fiction. Stéphane ne m'avait pas dit, donc il n'y a pas de son. Bien sûr, il n'y avait pas de son. Plusieurs choses qui m'intéressent sur cette vue très courte de moins d'une minute, le temps de la pellicule. C'est évidemment revenir à ce que a posteriori on appelle une entrée de champ avec classiquement le personnage qui arrive sur le côté. On va voir que cette idée de l'entrée par la gauche, en fait, c'est très fort dans le cinéma. Et je vous montrerai un extrait d'Agnès Varda qui pense ça en disant mais parce que par rapport à notre lecture occidentale de gauche à droite, on est habitué aussi à ce que les personnages rentrent de ce côté-là. Donc comment cette idée de dès le début on fait rentrer
par une entrée de chant sur le côté, le personnage, mais aussi cette entrée, elle sera souvent par la droite, on va voir ça, et du coup, évidemment, quand ça sera l'autre côté dans l'histoire du cinéma, ça sera plus perturbant. Qu'il y a évidemment quelque chose qui est donné au début et que l'espace a déjà, un être humain n'est pas vide, donc on verra aussi comment ça va se passer dans les autres extraits. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est deux petites anecdotes en le revoyant. Bon, on l'attend, on sait qu'il va embêter le jardinier, mais c'est le fait qu'il le ramène devant le champ bien au milieu. Et vous allez voir que finalement, il y a souvent, avec l'entrée de champ, une attraction par rapport à cette idée du milieu de l'écran. Et dans les extraits que je vais vous présenter, ce jeu entre l'entrée, la sortie de champ et le milieu est quelque chose qui va trouver des métamorphoses, je dirais presque des géographies différentes, mais qui montrent que, et évidemment dès le début on voit que la place stratégique pour mieux voir, pour mieux entendre se place au milieu, et comment d'autres extraits vont penser cette idée du centre de l'image, et comment Lubitsch va penser aussi le centre de l'image après les entrées. Et puis ce que je me souvenais pas du tout, en fait, c'est cette sortie-là, où l'acteur, le jeune acteur, en fait, il regarde la caméra comme s'il devait s'assurer qu'il avait bien fait ce qu'il fallait. Et voilà, il sourit en plus, est-ce qu'il a bien fait le rôle, et il part. Et donc ce petit aspect évidemment documentaire, involontaire, c'est aussi intéressant parce que j'ai retrouvé dans d'autres films cette envie de sortir du cadre de manière cette fois-ci volontaire, mis en scène, et ça, j'ai voulu le prolonger à travers les extraits. Cette petite erreur de l'acteur. Après, évidemment, alors c'était pas juste parce que j'étais au Méliès de Stéphane, mais évidemment, il fallait passer par le burlesque. Je me serais pas permise de faire Tati, bien sûr. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un extrait du cirque. Déjà parce que, peut-être que vous savez pas, mais le premier film qu'on a de Charlie Chaplin, en fait, c'est son personnage qui n'est pas encore Charlot, mais qui essaye de rentrer devant la caméra. Alors, c'est pas celui que j'ai choisi, mais on a vraiment Charlot qui est à Kids Auto Race, donc une course de voitures, et qui essaye de rentrer devant la caméra qui filme des courses de voitures. Et donc, il y a cette idée, voilà, de rentrer, de sortie, et de faire le malin. Là, évidemment, il n'a pas besoin de faire ça devant sa propre caméra, dont il contrôle, évidemment, c'est bien le scénario, le montage, les gags, la musique, tout, quoi. Et du coup, j'avais envie de cet extrait du cirque, qu'on regarde comment, là encore, il va choisir un monde peuplé pour faire rentrer Charlot, mais il va avoir aussi sa manière unique, autant réalisateur qu'acteur, pour sortir du cadre. Et pour moi, c'est une des plus belles sorties de cadre de l'histoire du cinéma. Donc, j'avais envie de la partager avec vous.
C'est ça la plus belle sortie de chant pour moi. Alors, là encore, plusieurs choses. Cette idée vient dans le prolongement finalement du cinéma des premiers temps, dans cette idée qu'on va partir d'un plan large dans lequel le personnage du gagman va pouvoir faire son gag, et qui permet d'ailleurs la connivence aussi avec le spectateur, de se dire par où va rentrer le personnage. Classiquement, il rentre donc par la gauche. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment après Chaplin va travailler sur la contiguïté, la contiguïté et la continuité des espaces. Il va changer de cadre. Chaplin est quelqu'un qui fait très peu de gros plans, parce que pour faire le gag, plus on a d'espace, plus on peut utiliser des objets ou des partenaires pour jouer avec eux. Et du coup, les entrées et les sorties, elles vont se multiplier. Et là, finalement, à droite ou à gauche, on a des choses qui se passent un peu dans tous les sens. Une réentrée qui va arriver, voilà, par là. Donc, il y a plusieurs entrées qui se font du côté gauche comme du côté droit. Donc, il renverse un peu cette obligation des deux personnages, de l'entrée et de la sortie. Il joue avec, évidemment, la similarité de des deux personnages, puisque, du coup, Charlot est aussi escroc lui-même, sans le savoir, dans le film. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est cette idée. Alors, il me semblait, je me retourne aussi vers Stéphane, que il n'y a pas de mot officiellement pour ça, pour ce qu'on appelle une espèce de cache dans le plan. C'est-à-dire que quand un personnage apparaît caché par quelque chose, toi comment tu dirais, Stéphane? Comme ça. Ouais, voilà, moi je dis ça cache dans le plan, mais je le vois pas en général dans le dictionnaire ou les choses comme ça. Bon, ben on est d'accord tous les deux. Et donc cette idée que en plus des entrées et des sorties, il va y avoir le jeu de l'arrivée du policier, qui joue plus sur la droite et la gauche, mais qui va être caché par l'arrivée. Excusez-moi, je le cherche. C'est super de se dire que Chaplin faisait énormément de prises, donc je ne sais pas à combien le petit garçon dit ça, si c'était l'enfant d'ailleurs, si c'était spontané ou pas, mais c'est quand même assez énorme ces gestes-là. Voilà. Donc au début, on a cette entrée, mais qui, comme par ailleurs, revient au système de la mise en scène du début du cirque. On est au tout début du film. Donc finalement, qui est l'escroc plus ou moins volontaire? Qui est l'escroc de qui va cacher la question des identités? Ça aussi,
c'est quelque chose, les identités que dans le cinéma de Lubitsch, évidemment, on va retrouver aussi. Mais ce policier qui arrive là et dont Chaplin s'assure de nous en avoir montré la place, hop là, il le fait arriver en plein milieu, à un moment où évidemment il a d'abord fait son entrée par le moment où il devait faire son entrée. Donc ce qui m'intéresse là, c'est que le cache dans le plan, il y en a plusieurs hein, dans le film, mais c'est comment profiter des entrées et des sorties des personnages dont il va utiliser la droite et la gauche pour pouvoir nous jouer avec les trois personnages, parce que là on a trois personnages, et c'est quelque chose évidemment que Lubitsch va beaucoup utiliser aussi, cette idée du trio dans la mise en scène, toujours en lien avec cette forme d'attraction au milieu du centre, donc centrer les événements, on l'a vu, l'importance, l'entrée elle est théâtrale, mais elle est aussi là pour centrer les événements, et ce qui va permettre aussi la succession des personnages, mais en plus de la qualité de cette mise en scène qui va jouer avec le cache dans le plan, il y a ce qui m'intéresse avec évidemment la sortie finale, ça m'intéressait de vous le montrer, c'était voilà, que là c'est le geste de l'acteur, qui a plusieurs gestes, hein, vous savez, que ça soit la mimique des moustaches, le pied aux fesses, et qui souvent s'en sert comme sortie de cadre. Sa plus célèbre, c'est le pied aux fesses, c'est pour ça que je voulais pas vous le montrer, mais rarement il a utilisé le chapeau comme ça pour sortir de cadre en toute vitesse. Donc ça double la performance de l'acteur, et c'est ce qui m'intéressait dans cet extrait, de finir avec cette sortie du champ très rapide, et les deux policiers qui se mettent à deux cette fois-ci pour suivre les voleurs. Alors, je vous ai parlé d'Agnès Varda, et ça m'intéressait beaucoup de vous montrer un extrait. Donc là, on est quand même, on passe plus de 60 ans après, donc on est à près de 60 ans de différence des films. Mais ce qui m'intéressait, c'est cette idée que Agnès Varda, quand elle raconte en fait les choix de mise en scène de Antoine Éloy, elle explique qu'elle n'avait pas eu tout de suite l'idée de mettre sa caméra, d'utiliser beaucoup de travelling, donc de faire bouger aussi la caméra en dehors de son pied, mais que une des premières choses auxquelles elle a pensé, c'est que il fallait jouer entre son personnage, joué par Sandrine Bonner, qui est une SDF, et cette idée des travelling, et que ça serait au niveau de l'entrée et la sortie du champ. Et que cette habitude ancienne dans l'histoire du cinéma, de faire entrer et de faire sortir sur les côtés, ou alors de réfléchir au cache dans le plan, ça permettrait de faire comprendre aux spectateurs la question de la route comme quelque chose d'inlassable. Et du coup, c'est vraiment son choix de mise en scène, sur l'idée que le personnage de Sandrine Bonner, plusieurs fois, va rentrer, va sortir, mais que la caméra n'aura pas le temps de la suivre finalement, va permettre de faire sentir, de donner l'expérience de son personnage. On y va sur... Alors cette fois-ci, j'ai couplé deux extraits différents pour vous dire que c'est quelque chose qu'elle systématise dans le film. Il y a plusieurs travelling, elle parle des 11 travelling de Antoine Éloy. Moi, j'en ai pris deux qui sont en lien avec cette idée d'entrée et de sortie de champ, dont un qui est lié à la question de la police et qui permettait aussi de prolonger après Charlie Chaplin cette idée que voilà, c'est aussi un rapport à des personnages et à leur humanité qui sont constamment poursuivis, coursés par la question de la loi, et que c'est ça aussi qu'elle a envie de filmer dans un cinéma plus social qui fait le lien entre Chaplin et Varda.
Et je voulais vous montrer un des plans. Alors c'est pas justement le dernier plan du film, mais pour dire que souvent, quand les réalisateurs et réalisatrices, que ça soit du côté de Chaplin, qui, on le voit bien dans l'extrait que j'ai montré, peut avoir une caméra mouvante, mais dont le principe du gag même, c'est quand même cette idée de plan général avec entrée du personnage qui va mettre en branle justement le gag. Là, il y a aussi cette idée du mouvement qui va accompagner le personnage. On est dans un film où, à l'inverse, dans Centinela, il y a très peu de plans fixes, mais toujours cette manière de systématiser, que ce soit chez Chaplin ou Varda, va permettre de souligner des tentatives différentes. Et que à la fin du film, quand on est dans la chute du personnage, on est tellement habitué pendant le film à aller de gauche à droite avec ses travelling, dont justement Agnès Varda insistait que de passer à contresens du sens de la lecture, on est vraiment dans l'idée aussi de suivre ce personnage qui est en marge, et aussi de se tellement habituer à ce systématisme que quand elle chute, on est dans la singularité de cette chute du personnage qui va se faire dans une forme complètement différente de ce qu'elle a filmé avant. Alors techniquement, celui que je vous ai montré, c'est pas une pure entrée dans le champ puisque elle n'est pas au tout début, elle passe pas sur le côté. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment, vous l'aurez compris, c'est son retour, c'est-à-dire elle repart et hop, le mur, il sert de cadre dans le cadre pour son entrée. Et ce qu'elle évite, évidemment, c'est la police. Et que le deuxième exemple fait que, là c'est le prolongement du premier travelling, elle re-rentre dedans. Donc cette idée aussi, moi j'ai choisi de prendre les travelling de Varda où on est dans quelque chose de très linéaire parce que c'était aussi un prolongement de l'humanité du personnage de Charlot au cinéma très social d'Agnès Varda. Mais avant de se poser la question de la complexité du plan séquence avec les entrées et sorties de multiples personnages, je voulais revenir à cette idée que la linéarité, Agnès Varda, ça lui a permis aussi, par le systématisme, de penser la singularité de ce personnage de femme SDF qui devient l'héroïne de son film dans les années 1980, mais aussi de penser à quel moment son héroïne va rentrer et qu'on soit tout le temps dans l'impression qu'elle marche. Donc on n'est pas dans quelque chose de fixe où le personnage arrive dans le champ pour faire son gag. On est vraiment dans quelque chose qui est continu. On a l'impression que sa marche ne s'arrête pas. Et même quand le personnage va faire une sortie de champ à l'opposé classique pour qu'on voit ce qui se passe derrière, on a toujours en tête, disait Agnès Varda, la marche de ce personnage, même quand elle sort du champ. Alors, après j'ai changé complètement d'atmosphère. Et c'est une entrée de champ que j'aime beaucoup, qui est, je l'avoue, assez célèbre dans l'histoire du cinéma, mais ça m'a permis de penser que c'était presque l'opposé du cinéma social d'Agnès Varda, c'est-à-dire que on va voir l'entrée de personnages que Sergio Leone va filmer dans des décors beaucoup plus gigantesques. Donc cette idée que le réalisateur italien ne veut pas juste finalement se confronter à cette question d'humanité, mais il y a une forme aussi d'épique qui va passer par cette volonté d'élargir le cadre, et en élargissant le cadre jusqu'à un point où comment il allait faire avec ses entrées et ses sorties. Et puis, je dois vous avouer, peut-être que vous reconnaissez le photogramme que j'ai mis en petit à gauche, mais à mon sens, c'est une des plus belles entrées de plan. Vous allez voir que c'est un personnage, mais c'est aussi plutôt l'objet fétiche du personnage. On reste dans le western, dans l'épique, dans ce qui a fait évidemment la signature de Sergio Leone, et ce qui permet aussi de penser un cinéma qui joue avec des échelles de plan énormes entre le gros plan et le plan, je sais pas, archi large, je sais même plus où on en est là, monumental on va dire. Et vous allez voir que contrairement par rapport à cette idée des westerns classiques de Ford, où on aurait des repères visuels dans Monument Valley, ben là on est aussi dans faire disparaître ce personnage, jusqu'où le faire disparaître pour sa sortie. Donc ce qui m'intéressait, c'est de penser ses entrées et ses sorties de champ chez Sergio Leone dans cette idée d'épique.
Voilà pour l'extrait. Alors là encore, en fait, c'est un double extrait à l'intérieur du Bon de la Brute Excellent. Et alors, je me suis permise d'anticiper un peu l'extrait. Je m'explique. C'est-à-dire l'entrée de chant qui m'intéresse. Je voulais être sûre, enfin j'imagine que peu sont dans la salle qui n'auraient pas vu Le Bon, la Brute et le Truand, mais je suis obligée de vous montrer une petite séquence de 30 secondes avant pour que vous compreniez l'humour et, et la force de l'entrée de chant suivante. Donc je me suis permis un extrait en lien avec la narration du film pour qu'on soit sûr, mais je ne peux pas vous la raconter parce que sinon évidemment la surprise et le suspense ne marchent plus. Les autres auront le plaisir de la revoir. Guilty of the following crimes: horse theft, theft of supplies belonging to the Union Army, theft of supplies belonging to the Confederate Army, food and vigilante, assault and battery on one named Barry O'Keefe, perjury, blackmail, robbery, escaping from a state prison, serving the peace, pandering, And Shorty? robbery, forgery, and murder. Therefore, with the powers vested in us by the law of this state, we have condemned the aforementioned Thomas Martin, alias Shorty Larson, and hanged by the neck until dead. May God have mercy on his soul. Proceed. Sorry, Shorty. You know what you are! Just admit it, son of a bitch! Le noir, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est dans le montage.
Alors, plusieurs choses qui m'intéressaient. Alors voilà, évidemment, je voulais, pour ceux qui n'avaient pas en tête, la singularité du contrat entre le bon et le truand, de repasser avec plaisir la singularité de leur association, pour comprendre celui qui a la carabine, comme on a envie de dire, et celui qui est le pendu. Mais cette idée que voilà, le plan fétiche du western, c'est le gros plan sur une arme, c'est sur la carabine, et que d'habitude, c'est celui qui est centré, c'est celui qui est au plein soleil, c'est celui qui brille, on est le plan le plus fétiche, et que il va y avoir cette idée de faire sortir les personnages, et en même temps il y a une hésitation chez Sergio Leone, où il les fait pas passer par la sortie de champ auquel on serait attendu. Il est déjà en train de nous faire un plan très très large sur leur sortie même du désert et le rebondissement de la narration. Et en même temps, à la fin, c'est ce qu'il va utiliser, c'est-à-dire cette idée qu'on va perdre les personnages comme une sortie de champ. Alors, est-ce que c'est une sortie de champ directe, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont vraiment jusqu'au bout? Est-ce qu'on les perd à cause de la couleur? Ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, il ne fait pas le fondu à la fin du film, et c'est comme s'il les laissait courir derrière. Et ce changement d'échelle, ça m'intéresse beaucoup par rapport au cinéma d'Agnès Varda, parce que je me disais, mais du coup, il y a vraiment les cinéastes qui vont être ce qu'on dit à hauteur humaine, et c'est pas juste hauteur, comme on dit, et vous avez eu des cours là-dessus, je sais, en pied, de la tête aux pieds. C'est aussi cette idée que l'entrée de sortie de champ, est-ce qu'elle va rester à taille humaine, ou alors est-ce qu'elle peut s'imaginer de manière beaucoup plus épique, ce que fait Sergio Leone. Et je me suis j'ai reculé un petit peu pour que vous ayez le cigare. Alors pas simplement parce que bien sûr Lubitsch c'est le cinéaste du cigare, mais parce que cette idée de montage, comme si quand Eli Wallach qui joue le truand regardait par là, comme s'il sentait en fait l'arrivée de quelque chose, mais c'est aussi la confrontation. Alors je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire, la confrontation un peu homosociale, parce qu'on passe du cinéma d'Agnès Varda qui s'est toujours intéressé aux personnages féminins, à cette idée que les héros principaux, évidemment, de Sergio Leone sont des hommes, et qui sont en train de comparer, vous me voyez venir, leurs cigares, et qui vont après comparer leurs pistolets, et la taille de leurs pistolets. À la base, le bon est celui qui a la carabine, donc la plus longue, qui fait cette magnifique travelling d'ailleurs, ou encore mais dans une forme beaucoup plus gros plan. Donc cette idée que on n'est plus du tout justement à une échelle humaine, on est sur, j'aime ça les micros et les gigaplans du western, et qu'en même temps c'est aussi l'arrivée, l'entrée, non plus du personnage mais la caméra qui va faire son entrée. Donc ça serait l'inverse, elle fait rentrer le personnage et elle le fait rentrer par la carabine, on se mesure un homme se mesure à la longueur de la carabine. Et évidemment, ce que je voulais comme entrée de champ, c'est celle-là. C'est-à-dire que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'on peut avoir un pistolet beaucoup plus petit. L'important, c'est d'en avoir deux. Voilà. Donc on sait que ça va mal finir pour Shorty, mais voilà. L'intérêt, c'est que l'idée d'Eli Wallach, et quand évidemment, vous avez vu Le Bon, la Brute et le Truand, petite anecdote, il y a 3 ans, en fait, j'étais venue sur le plan italien, donc on avait passé déjà un Sergio Leone que j'aime beaucoup, mais on n'avait pas pu passer Le Bon, la Brute et le Truand, parce que bien sûr, Stéphane Goudet m'a dit, non mais en fait, on peut pas passer des films de 3 heures si tu veux avoir le temps d'échanger avec la salle, bien sûr. Donc là, je me fais plaisir avec toujours ces changements de plan, mais avec cette idée que voilà, il se mesure à l'entrée du plan, on voit bien qu'il rentre de l'autre côté par où la caméra a fait rentrer la carabine du bon, et c'est le petit bout d'Eli Wallach qui va tout changer, puisque dans Le Bon, la Brute et le Truand, le principe des deux personnages, c'est finalement un film qui est pas tant sur la brute que sur le lien entre le bon, donc joué par Clint Eastwood, et la brute, et le truand joué par Eli Wallach. Et donc il y a ces jeux d'entrée de plan. Alors il y a plein évidemment d'autres enjeux, mais il y a aussi cette idée de rentrer dans le plan avec une arme et de la comparer. Donc on va laisser la tentation épique masculine, et je sais que vous avez vu ce film par ailleurs cette année dans la programmation,
Mais j'aimais beaucoup passer justement du cinéaste italien de l'épique. Alors ça ne veut pas dire que Wes Anderson ne fait pas l'épique, parce qu'il est toujours question d'aventure dans ses films, donc il y a toujours même des séquences épiques, des séquences d'aventure à l'intérieur. Mais c'est aussi quand même un grand cinéaste de la famille, et je trouvais que ce qui m'intéressait, c'est là encore de se dire que son jeu d'entrée et de sortie de champ très chorégraphié dans son cinéma, et ben c'est en grande partie lié à la question de la place et des attendus dans la famille, et que du coup ce cinéaste homme, et ben il aimait lui aussi penser les entrées et les sorties à partir de quelque chose de plus familial, de plus lié à l'émotion, mais aussi vous allez voir avec une sortie de champ du personnage qui va nous rappeler la sortie très mise en scène de Chaplin. In order to show you how a big symphony orchestra is put together, Benjamin Britten has written a big piece of music, which is made up of smaller pieces that show you all the separate parts of the orchestra. These smaller pieces are called variations, which means different ways of playing the same tune. First of all, he lets us hear the tune, or the theme, which is a beautiful melody by the much older British composer, Henry Purcell. Here is Purcell's theme, played by the whole orchestra together. So you see, the composer Benjamin Britten has taken the whole orchestra apart. Now he puts it back together again in a fugue. The instruments come in one after another in the same order as before, beginning with the piccolo. And at the end, when all the instruments have finally come in, Susie, Lionel Murray, Rudy, dinner! Purcell's melody, while the other instruments go on Don't playing make us young ask Benjamin twice. Britten's fugue. Donc plusieurs choses qui m'intéressent dans cet extrait. Donc dans cette idée que là encore, ce qui pourrait être des entrées convenues, c'est l'idée que le personnage, la caméra ne va pas suivre tous ses mouvements. Donc dans ce prolongement un peu de ce qu'on a vu avec Agnès Varda, c'est-à-dire que la caméra elle n'est pas obligée d'accompagner
les mouvements du personnage et elle va profiter de désorienter, en tout cas de surprendre la curiosité du spectateur hein, pour se dire mais où va-t-il hop, et pour qu'il revienne dans le cadre. Évidemment, hein, l'objet qu'il prend dans les mains va être très important pour la suite du récit. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire notamment chez Chaplin, comment on peut jouer à l'intérieur du cadre avec un effet de perspective de l'entrée de champ, c'est-à-dire le personnage, pour entrer dans le champ, il va pas rentrer véritablement dans le cadre, mais avec l'effet de surcadrage, on a quand même le prolongement de cette idée. Et comment ce cinéaste de la famille va jouer avec l'idée du dernier personnage arrivé, qui est, voilà, comment elle va se placer, que du coup elle va arriver du côté qu'on a vu qui est potentiellement le plus rare, qui évidemment dépend de la spatialisation de l'espace qu'on met en scène, mais aussi pour mettre le personnage tout à fait à part, c'est intéressant, comme disait Agnès Varda, d'aller contre les habitudes de rentrée et de sortie de droite et de gauche, donc elle apparaît par le côté qui est entre guillemets le plus rare au cinéma. Elle se met au-dessus et elle va être à part des trois garçons, puisque c'est elle qui va avec les lunettes regarder vers l'extérieur. Donc toujours l'idée que ces entrées, ces sorties, alors qu'ils sont jamais, bien sûr, qu'ils sont jamais solitaires, hein, on voit bien que c'est en lien avec le récit des personnages, avec les objets par rapport à la loupe, avec les jumelles, pardon, avec l'envie de regarder l'extérieur. Mais ces entrées, et ces sorties, elles participent de l'explication de la fratrie et de la famille. Donc l'aîné par rapport aux trois petits. Et là, on a quelque chose à la fin de beaucoup plus apaisé par rapport à sa position. Et bien sûr, c'était la sortie, leur sortie habituelle, mais la sortie, là, pour le coup, au milieu du personnage et vers le bas. Donc cette idée qu'il y aurait des sorties et des entrées au milieu. Vous verrez comment, dans le film qu'on a partagé tout à l'heure, Lubitsch joue avec des entrées qui sont plus latérales, mais qui sont de haut et de bas, avec la fixité de la caméra. Donc là aussi, la caméra fixe, c'est lui donner une autre dynamique que de faire sortir ou entrer ces personnages par le haut et par le bas. Et ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est cette espèce de petite politesse que nous avait fait le personnage de Charlot et que nous fait le personnage de l'héroïne avant d'avoir, alors là on n'a pas littéralement un cache dans le plan parce que c'est la continuité du plan, c'est je dirais le panneau travelling, c'est le fait qu'on est encore dans la continuité du plan et qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais ce que je trouvais très beau, c'est que ça contient l'aventure du film, donc qui est beaucoup plus épique, où il y a énormément aussi de jeux avec les entrées et les sorties, mais que c'est le fait de décaler son image qui va nous rappeler après la sortie du personnage, tout en laissant évidemment la valise, donc tout en laissant ressurgir les émotions au moment de la sortie du personnage, enfin d'un des deux personnages principaux du film, ou des deux successivement, du jeune garçon et de la jeune fille, et qui fait revenir en fait toutes ces émotions au spectateur juste après sa sortie du champ. Donc là, on était sur le travail, on va dire, familial de Wes Anderson. Du coup, j'ai eu envie de revenir à cette idée, évidemment, du lien entre l'entrée et la sortie, en lien avec la peur, qui a beaucoup été utilisée par le cinéma d'horreur classique. Et j'ai pris un extrait d'Halloween parce que l'entrée du méchant, comme vous la voyez d'ailleurs sur ce photogramme qui vous gâche un peu la surprise, je vais l'enlever vite, il y a des entrées qui font peur et qui jouent avec une forme de surprise, et puis il y a des entrées qui sont ultra classiques et qui nous font quand même peur, même si on rentre toujours du même côté avec les mêmes craintes. On va voir.
j'aime beaucoup le méchant d'Halloween qui regarde à droite et à gauche la position. Ce qui m'intéresse avec cet extrait, c'est de se dire que finalement, même les codes les plus classiques d'arriver du côté par la droite de l'écran, ce qui serait les choses un peu les plus éculées, comment elles continuent à fonctionner selon le talent du réalisateur, c'est-à-dire déjà en surdécoupant pas, donc en nous faisant un peu comme le principe du gag chez Chaplin, c'est-à-dire en cherchant par où va arriver l'entrée. On n'est pas dans un surdécoupage, du coup on a le temps de se poser la question par où ça va arriver, et qu'en même temps on est toujours dans cette idée que encore plus dans les films que vous allez voir dans le cinéma des années 30-1940, le format carré, c'est finalement le format parfait pour le couple. Et l'important, c'est comment le mâle, puisqu'il s'agit du mâle dans Halloween, peut diviser le couple, que ça soit pendant, y compris même pendant l'acte sexuel, ou après, juste après le plaisir. Et l'entrée, en fait, de l'ombre, qui est quelque chose d'assez simple, qui va arriver dans le même sens, enfin qui va arriver par la droite, donc du cadre habituellement, et quelque chose qui leur fait pas peur, voilà, mais qui nous fait peur à nous, donc de manière très simple. On ne changerait, on met juste un peu de musique pour le coup, pour nous angoisser, mais en même temps, voilà, ce tête-à-tête sur l'oreiller, vous allez voir par rapport à un autre extrait final de Lubitsch que je vous montrais, finalement c'est ça, une forme assez classique du cinéma, mais mis en scène avec brio quand elle n'est pas surdécoupée. Et que pour rester dans le plaisir de ce couple, ce qui va être séparé, évidemment, c'est la séparation. Et ce qui m'intéressait dans la deuxième partie de l'extrait, c'est de voir que comme le plan est large et qu'on surdécoupe pas, on se dit, voilà, est-ce qu'il est derrière le frigidaire, parce qu'on a un cache dans le cadre? Est-ce qu'il y a une fausse entrée, évidemment, avec la porte? Et on cherche quelque chose qui va être, ça va être derrière une autre porte. Et oui, en fait, quand il va l'ouvrir, c'est vraiment la porte la plus attendue, celle qui est par la droite, celle qui nous est montrée depuis la largeur de choix du cadre depuis un moment. On se dit, mais c'est quand même pas par là, c'est le plus évident, alors qu'on le cherchait dans l'ombre, on le cherchait derrière la porte vitrée, alors que non. Voilà, il était là où il devait être. Et son apparition n'est pas moins tant attendue qu'elle nous fait peur, même si elle répète. C'est parce qu'elle a été en comparaison avec des choses qui n'ont pas marché que on peut être surpris. Alors, je voulais continuer dans ceux qui utilisent la question du cadrage de manière très classique. Et j'avais envie d'une réalisatrice contemporaine avec Céline Sciamma. Céline Sciamma qui, notamment, dans un des bonus DVD de Tomboy, parle d'Alfred Hitchcock. Donc, on est dans quelque chose d'une lecture classique du cadre. C'est quelqu'un qui fait des plans assez longs, Céline Sciamma, donc elle aime bien cet usage du cadrage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une utilisation du cadrage qu'elle avait fait exactement la même dans Naissance des pieuvres et dans Bande de filles. Et à chaque fois dans une action de jeunes filles, vous allez voir comment ça se déroule. Et là aussi, pour moi, il était évident de passer de la menace du cadrage classique à une menace qui va être filmée, là aussi on pourrait dire de manière un peu classique, mais pour bouger les lignes du récit, selon ce que Céline Sciamma a envie de nous raconter.
To follow. My legs are tied, the pulse too high. We need to rush, 'cause we got time. We'll meet halfway if you want to. You need to slow down. Wait, you're running too fast. Wait, you're speeding up the pace. You see my heart cannot keep this race. You need to wait, or we need to slow down. Wait, you need to slow down. You see my heart cannot beat this fast. Wait, you need to slow down. Keep calm, breathe out, breathe in. It is all ever changing. I feel Tu veux pas danser avec moi ou quoi? my head up. Allez, viens, détends-toi. Détends-toi. Détends-toi, cocotte. Oh. Vas-y, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Quand je t'ai dit tombe, Ne me touche pas. embrasse-moi, je t'ai dit. Embrasse-moi, je t'ai dit. Lâche-moi. C'est qui le patron aussi? Quand je t'ai dit tu m'embrasses, t'as compris ou pas? Hein? Et tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? T'es chez moi ici? C'est moi le patron! Alors c'est toujours évidemment, hein, quand on aime une cinéaste ou un cinéaste, on aime bien toujours tomber sur des effets de signature. Ce qui m'intéresse là, c'est que là encore, on voit bien le jeu qu'on avait chez Sergio Leone, de faire des changements d'échelle, des changements de cadre pour nous manipuler. C'est parce qu'on s'est approché d'elle qu'on s'approche de leur relation. C'est deux relations très différentes, puisque dans le premier film, c'est deux amis qui vont ensemble dans une boîte de nuit, alors que les deux autres sont deux employés du proxénète et du dealer de la cité. Mais on voit bien que cette proximité qui nous rapproche d'elle, ça va jusqu'à toucher l'autre, prendre soin de l'autre, la remonter avec le menton. Donc il y a une forme aussi de dignité, et tout ça se passe sans mots, des choses qui peuvent pas être dites. Est-ce qu'elles sont pas dites parce qu'elles sont jeunes? Est-ce qu'elles sont pas dites parce que ce sont les premiers films de Céline Sciamma avant Portrait de la jeune fille en feu? Mais clairement, il y a quelque chose qui va arriver par le cadre et qui est digne, évidemment à une autre échelle peut-être, mais du mal chez John Carpenter, qui est là une violence masculine qui va arriver. Alors là, c'est parce que c'est un homme de 30 ans sur des jeunes filles de 15 ans. Et que là, c'est le proxénète dans quelque chose de plus ambigu, puisque on a l'impression que la prostituée recule, parce que elle s'entend et qu'elle la donne il y a un peu cette ambiguïté par le cadre. En tout cas, reste que voilà, la violence est là et que elle arrive par derrière sur des jeunes filles, clairement pour les menacer comme des objets sexuels. Je voulais finir, bien sûr, avant le film, par un extrait de Lubitsch, un autre du film, pas The Shop Around the Corner que vous avez vu, pour qu'on arrive à cette fameuse Lubitsch Touch. J'ai pris un extrait de Haute Pègre, mais l'extrait de Trouble in Paradise, c'est un extrait assez célèbre dans la question de cette question de la Lubitsch Touch. On en reparlera après le film parce que c'est une expression qui est en fait du vivant de Lubitsch et qui a notamment été utilisée par la censure. Ça, c'était intéressant de se dire que c'est la censure qui voit qu'il y a des touches très particulières. Ces touches, elles sont verbales dans la manière de parler, mais elles sont évidemment aussi beaucoup liées à la mise en scène. Et c'est un réalisateur aussi avec ce cadrage des années 30 et que vous verrez encore dans le film des années 40, très carré.
Et voilà, l'idée, c'est de vous engager à regarder comment il va travailler avec le centre du plan comme étant la focalisation du couple, jusqu'au désir un peu de s'embrasser, qu'on a vu aussi chez Céline Sciamma, comment jusqu'à quel point en fait les visages, les corps vont se rapprocher, et à l'inverse, comment il va jouer pour faire naître un suspense autour de ce désir avec les entrées et sorties de champ. Je n'en dis pas plus. Sinon que les portes, les fameuses portes de Lubitsch sont très présentes dans l'extrait que vous allez voir, et c'est quelque chose qu'on re-regardera aussi dans le film de 1940. Et voilà. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, je suis quand même obligée de vous dire. Donc, Trouble in Paradise, vous dire quand même 2 minutes parce que c'est un... Vous ne pouvez pas le comprendre dans l'extrait. En fait, cet aristocrate vient d'engager un secrétaire qui, en fait, nous, le public le sait, un escroc qui l'a volé, qui est lui-même en couple avec une femme escroc. Ils se sont associés tous les deux, l'homme et la femme qui s'aiment, ces 2 escrocs, pour l'escroquer elle. Donc l'enjeu, c'est d'escroquer l'aristocrate, mais c'est aussi, vous allez voir que les choses se sont compliquées dans les rapports du trio. Regardez comment le majordome est en train de le comprendre en même temps que nous. Yes, madame. What are you going to do with my day tomorrow, Monsieur Laval? Well, we'll have breakfast in the garden together. Mm-hmm. Then horseback riding together. Mm-hmm. Then lunch in the bois. Together? Then I would say a little nap. How do you like my new dress? Beautiful. Hair? Marvelous. Lipstick? Crimson. Correct. Good night. Good night. Good night. Goodbye. Madame, Yes? are you staying out late? Why do you ask? Do I have to answer? Yes, Jacques? The car is waiting, madame. I won't need the car. I'm not going. Very well, madame. Jacques, Yes, Monsieur Laval? Madame has changed her mind. She'll be down in a minute. Very well, monsieur. But I told you I don't want to go. That you have an engagement, and I don't want people to talk. Talk? About me? About us? Precisely. Afraid I'm ruining your reputation, Monsieur Laval? No, yours, madame. Monsieur Laval, I have a confession to make to you. You like me. In fact, you're crazy about me. Otherwise, you wouldn't think about my reputation. Isn't that so? But incidentally, I don't like you.
I don't like you at all. And I wouldn't hesitate one instant to ruin your reputation. Like that. You wouldn't? No, I wouldn't. Like that? Like that. I know all your tricks. And you're going to fall for them. So you think you can get me? Any minute I want. You're conceited. But attractive. Now, let me Shut tell you... up. Kiss me. Wasting all this marvelous time with arguments. Hello? Well, I'll try him again. Yes. He's in his office, but he's busy. Madame Collet. She's still here, but she's busy too. Well, I'll ring again. Tra-la-la-la-la-la-la. Dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Yes, Jacques? Monsieur Giron is downstairs. Tell him I can't see him now. Impossible. And Jacques, dismiss the car. Madame is not going. Yes, Monsieur Lavelle. Jacques, Yes, madame? Yes, madame. don't dismiss the car. I'll be down in a few minutes. Yes, madame. Évidemment, l'idée, voilà, c'est que l'attractivité sentimentale et sexuelle, sentimentale parce que c'est bien le genre de la comédie sentimentale, mais aussi sexuelle parce que est-ce que ça serait ce qu'on n'a pas le droit de montrer à cause de la censure ou avec des extraits de films qu'on appelle pré-censure, c'est-à-dire pré-code Hays, finalement un simple baiser en dit très long. C'est-à-dire qu'il, dès les années 1930, il va énormément suggérer la sexualité, mais je veux dire que même si après il va la suggérer de manière différente, là elle est jouée dès le début dans cette idée de la centralité, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer aussi, cette centralité de son cadre pour arriver jusqu'à leur baiser. Évidemment, un des talents fous de Lubitsch, c'est de réutiliser quelque chose de théâtral, surtout qu'il a adapté énormément de pièces de théâtre pour Aude Pègre, comme le film que nous allons regarder ensemble, mais que ce qui pourrait être une entrée purement de théâtre va devenir un jeu avec notre manière d'imaginer leur relation. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avant The Shop Around the Corner, de faire attention de manière élargie à ces entrées et ces sorties en fonction du montage global du film, mais aussi en fonction de l'attractivité de ce carré du cadre du cinéma classique des années 1930-1940, et aussi de cette idée que quand Lubitsch va nous parler de l'attractivité, il va jouer avec des entrées et des sorties, mais aussi, comme on l'a vu avant, avec des choses pas que latérales, mais horizontales, et il va y avoir évidemment aussi des jeux de cache dans le cadre. Donc je vous remercie de votre attention. Et du coup, Stéphane, je ne sais pas comment on lance le film. Ouais. On lance comme ça. Merci beaucoup, Claudine, le palais Clermont. On a le temps après. Alors, cache dans le cadre, ça veut dire, c'est comme quand le policier était derrière le personnage qui était devant lui, c'est-à-dire que c'est pas hors champ, c'est pas hors du cadre, mais c'est quelque chose qui nous le cache à l'intérieur du champ.
Si quelqu'un ouvre la porte et vous voyez, rentre, si là, je c'est un suis cache là, dans le cadre. là en fait, je me suis cachée derrière un siège, et si on faisait un plan large vu de votre place, on verrait, en fait, vous verriez les sièges, et je me serais juste cachée dans le cadre pour arriver un peu plus tard. Ok? Est-ce que c'est plus clair? Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la suite de la conversation. Bonne Je vous remercie. projection. D'abord, ce qui est assez fascinant avec Lubitsch, c'est que les entrées et les sorties, en fait, il les multiplie, bien sûr, en termes d'action, mais aussi il joue avec en termes de mise en scène. C'est-à-dire que selon la manière dont il va poser son cadre par rapport aux portes, il va y avoir des entrées et des sorties dont la porte est au bord du cadre. Il va y avoir des fondus, en fait, qui jouent sur des entrées et des sorties d'autres personnages. Et puis, il va y avoir ce qui est en fait un de ses cadrages favoris, un plan assez large qui contient la porte et qui permet aux personnages d'aller et venir, mais aussi à des personnages, par exemple, de se croiser. Il y en a plusieurs, notamment dans le film. Il y en a un où le personnage qui est joué par James Stewart va croiser en fait le livreur, et on a vraiment l'idée que leur position qui a évolué dans la boutique est liée aussi à ce croisement-là. Ou alors, il y a l'idée aussi de la vitesse dans laquelle il va faire entrer et sortir à des moments très précis le personnage qui est joué par Margaret Sullaman pour aller dans son excitation ou au contraire dans son malaise. Donc cette idée déjà que sa manière de jouer avec les entrées et les sorties, on pourrait dire qu'il y a une caricature où les actrices disaient, voilà, surtout qu'elles se discutaient avec lui, par exemple Marie Clément, quand elle avait marre, où le tournage n'était pas très bien passé, va dire voilà, c'est le réalisateur des portes. Et en même temps, en termes de mise en scène, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, il y a notamment 3 entrées et sorties qui sont très particulières et très célèbres dans le film. Une qui se passe pas du tout justement de manière latérale, mais où on est vraiment à cette idée de verticalité. Ce sont les fameuses sorties de Petrovitch, qui est joué par un second rôle qui est beaucoup utilisé par Lubitsch, et qui, à chaque fois qu'il entend le patron de la boutique, voilà, dire je veux un avis sincère, hop, il recule parce qu'il a une famille et 2 enfants. Donc cette idée de ces entrées et sorties, elles sont jouées de manière ce personnage qui est finalement très peu secondaire et qui est un peu le confident de nos deux héros. Et puis il y a 2, donc ça c'est la première dont je vais vous parler, elle se multiplie dans le film. Il y en a une autre, c'est au moment où justement on va revenir sur cette différence où je vous disais que les entrées et les sorties de champ, elles jouent beaucoup avec cette idée de l'attraction du centre et en même temps le fait que ça ne soit pas des caches dans le plan. Je m'explique. À un moment, on entend complètement hors champ. Hors champ, ça veut dire qu'on sait que c'est pas autour de ce cadre-là. En fait, c'est vraiment ailleurs, puisqu'on est dans le bureau du patron et on entend le son. Et du coup, là, il y a l'entrée, justement, qui arrive dans le bureau du félon, qui va dire j'ai trouvé quelqu'un qui, peut-être, potentiellement, est intéressé pour l'achat de la boîte. Et là, Lubitsch va jouer avec nous parce qu'il va faire une entrée successive des 3 personnages que sont le patron, que sont James Stewart et le félon. Et après, il va nous faire un autre cadre pour nous montrer, évidemment, que celle qui est en train de regarder la boîte et qui était hors champ devient dans le champ, mais nous, on sait qui c'est. Sauf qu'avant de l'avoir vu, en fait, il a arrêté. Les 3 personnages sont entrés successivement dans le champ, les uns derrière les autres, et comme s'ils avaient été arrêtés les uns avec les autres. Et maintenant, on voit ce qu'ils ont vu, qui était hors champ, et on découvre pourquoi ils se sont arrêtés. Et à ce moment-là, James Stewart dit bon, je vais régler ça. Mr. Matuszek? Yes. I think I found a customer for the cigarette box. Uh-huh. What price shall I quote? Well, let me see now. It costs us $2.85, and I think we get 5% it. Et ça, c'est pas la même chose qu'un cache dans le plan. Un des plus beaux caches de plan du film, c'est on a un plan sur l'entrée de la boutique qui est illuminée le jour de Noël, donc elle brille particulièrement sous la neige. Et on a la potentialité du champ, mais la porte est fermée.
Et nous, spectateurs, il va jouer avec ce cache dans le plan en disant qui va arriver dans le cadre, qui est derrière la porte. Donc ce cadre existe, on sait qu'il va s'ouvrir et se refermer, on n'est pas du tout hors champ, et on va jouer avec les passages, les uns derrière les autres, et les arrivées dans le champ de chacun des personnages. Le premier, c'est Petrovitch qui arrive et il lui dit « est-ce que vous avez des invités ?» Donc voilà, il essaye de se faire inviter lui-même. Et au fur et à mesure, il va y avoir des entrées successives pour que nous, on se pose les questions de finalement, qui va finir avec lui. I presume you're going to have a nice little party at your house tonight? Yes, I should say. You probably have some guests? No, Mr. Matuchek. Just my wife, my boy, my little baby, and myself. That's all we want, and we are very happy. Yeah. Well, Merry Christmas. Merry Christmas, Mr. Matuchek. Yeah. Merry Christmas, Mr. Matuchek. Oh, thank you, Flora, and please give my regards to your mother. Thank you, Mr. Matuchek. Still hanging around the shop, eh, Mr. Matuchek? Yeah. Can't get away from here, huh? Well, you better hurry home, son. You're probably celebrating Christmas with your mother and father, am I wrong? Yes, Mr. Matuchek. See that girl over there in the corner? Yeah. Well, I'm her Santa Claus. Good night, Mr. Matuchek. Good night. Mr. Matuchek, I don't know how to thank you for that marvelous present. After all, I'm only working here a short time. Oh, that's all right. What was your name? Rudy. Rudy. How old are you, Rudy? 17. 17? That's a wonderful age. You've got your whole life ahead of you. But it's up to you what you make of it. Yes, sir. Yeah. Well, now, you better not squander that money. You take it home and give it to your mother, huh? My people don't live here in town, Mr. Matuchek. Is that so? Have you no other relations here? No, Mr. Matuchek. You mean you're all alone in Budapest on Christmas Eve? That's right. Rudy, do you like chicken noodle soup? I certainly do, Mr. Matuchek. Yeah, and what would you think of roast goose stuffed with baked apples and fresh boiled potatoes and butter and some red cabbage on the side, huh? I love it. Yeah, and then some cucumber salad with sour cream. Oh, Mr. Matuchek. And then a double order of apple strudel with vanilla sauce. Sounds wonderful. Yes, well, you're going to have it, Rudy. Come on, here, taxi. Et c'est là où on voit que c'est un film un peu particulier quand même dans la filmographie de Ernst Lubitsch, où il y a toujours cette idée de filmer les portes, filmer les entrées, les sorties, selon le rapport d'attraction ou de séparation des personnages. Mais alors qu'il a été, dans les années 1930, vraiment le réalisateur, je dirais, de la comédie romantique, mais polissonne, qu'il a souvent d'ailleurs délocalisé en Europe pour dire à la censure, oui, mais ces affaires érotiques, ces recherches de maîtresses et d'amants, elles se passent dans l'ancienne Europe, et en Europe, voilà, on ne peut pas contrôler les mœurs. Là, on est dans un film qui parle autant finalement du rapport amoureux, mais très en lien avec le mariage, donc de manière un peu plus politiquement correcte que ce qu'il a pu faire dans les années 1930. Et on est aussi finalement dans un film qui se pose la question de notre rapport au travail, comme notre rapport à une forme d'attraction, mais aussi de sublimation, hein, puisque James Stewart n'hésite pas à lui dire « ça sera le plus beau Noël où vous allez gagner le plus d'argent », parce que quand on n'est pas heureux en amour, voilà, il sera heureux au travail. Et c'est pour ça que ce jeu de porte, qui est connu comme étant un jeu très très érotique pour lui, et dans l'extrait que je vous ai montré, on avait l'attraction au centre du cadre, et les acteurs se rapprochaient de plus en plus avant le baiser, on l'attendait, et ça pouvait s'écarter d'un claquement de doigts. Là, on a quelque chose où l'attraction, ça va être l'attraction de comment chacun des personnages va réagir au patron et rentrer au fur et à mesure. Et là, on pense à toutes ces entrées ou sorties, notamment il y en a une très belle aussi de Petrovitch, où il arrive pour essayer de calmer le jeu entre le patron et James Stewart. Il arrive dans le plan, il fait son entrée pour entrer entre tous les deux, pour essayer de faire le diplomate entre les deux. Et quand il voit que ça ne marche pas, qu'il pourra pas, ça ne sera pas eux qui vont être chargés d'aller donner l'argent à madame, il repart du cadre
Donc ces entrées, ces sorties de milieu, elles sont liées au rapport amoureux, mais aussi au fait qu'il y a de l'affect dans le rapport de travail, ce qui est quand même aussi le grand enjeu de ce film-là. Évidemment, l'attraction finale, on l'a là, mais de manière correcte, on a vraiment l'idée du mariage final qui se joue dans le dernier plan du film. J'ai trop parlé, donc l'idée maintenant, c'est que... Alors, la lubie de touch, non, j'ai plus là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une expression, en fait, que l'histoire du cinéma a utilisée sans arriver au début à la placer historiquement. Et il y a une historienne du cinéma français qui s'appelle Katharine Por, qui a travaillé, qui en plus elle comprenait la langue tchèque, et du coup elle était capable aussi de voir, parce que Lubitsch a beaucoup adapté en fait de pièces tchécoslovaques, et du coup c'est intéressant aussi ce tropisme-là. Et pourquoi je vous la cite? Parce qu'en fait son travail de thèse notamment a été d'aller retrouver cette expression, et de prouver que cette expression elle date des années 1930 elle-même, et qu'on la trouve à plusieurs endroits, notamment de la censure. Et donc la censure va dire, on a eu beaucoup de problèmes avec Haute Pègre, c'est le film dont je vous ai montré un extrait, et c'est à cause de la Lubitsch Touch, et c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est à cause de la Lubitsch Touch qu'on peut expliquer notamment la naissance de l'idée d'autocensure hollywoodienne. Donc la censure fait des allers-retours avec le réalisateur en disant il faut arrêter avec cette mise en scène parce que la Lubitsch Touch est dangereuse. Alors là, c'est pour la repérer, se dire qu'elle est de son vivant, qu'elle naît avec la censure, c'est assez drôle déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, quand lui on l'interrogeait de son vivant sur qu'est-ce que la Lubitsch Touch, il expliquerait très clairement que c'est un amalgame de plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est des jeux de mots, donc plusieurs fois dans le film. Moi j'adore par exemple le savoir-faire de l'actrice Margaret Sullivan. Vous avez vu que justement quand ils sont vraiment enfermés dans le cadre tous les deux et qu'il y a ce rapport qui se rapproche entre eux, qu'est-ce qui les sépare? Alors ça va pas être ce claquement de doigts, c'est son changement de voix. Oh, mais vous êtes complète, vous n'avez rien compris, c'est pas du tout ce type d'homme, etc. Donc la Lubitsch Touch, c'est cette question du jeu des acteurs, c'est-à-dire une attention au jeu des acteurs qui est particulière. C'est la question du dialogue, c'est aussi la question des sous-entendus. Par exemple, dans le film, moi j'aime beaucoup le moment où elle va dire ah, c'est pas du tout un homme comme vous, il a à la place de l'intelligence il a un briquet, mais vous il s'éteint. Vous voyez la forme du briquet, on pourrait suggestivement dire, si on était professeur de français, que ça a une forme un peu particulière. Et je trouve ça rigolo qu'elle soit soulignée par le personnage de Petrovitch, qui dit, par lui d'abord pour elle, mais aussi à cette idée que les personnages vont parler eux-mêmes de l'importance en fait de cette intelligence et du rapport amoureux. C'est-à-dire que vous vous rappelez qu'au début, alors bien sûr ça c'est en lien aussi avec la pièce, hein, bien sûr qui est écrite, mais quand Petrovitch veut dire « Ah oui, vous n'avez pas parlé d'amour », et c'est James Stewart qui lui dit « Non, mais on est resté sur on a parlé d'amour de manière intellectuelle, spirituelle, quoi ». Et du coup, le personnage de Petrovitch va lui dire « Bah oui, par lettre ». Sous-entendu, bah, vous vous êtes pas vu, c'est pas corporel. Donc cette idée de jouer avec les mots, c'est une chose qu'il doit à la pièce, mais comment dans la mise en scène, il va diriger ses acteurs, il va rapprocher leur corps, il va faire des sous-entendus, et Lubitsch rajoutait donc que c'est ce travail commun, que c'est pas que la pièce adaptée, c'est la mise en scène, c'est la direction aussi des acteurs, c'est leur talent. Voilà, donc c'est une accumulation de choses comme ça, mais c'est aussi en lien avec des scénarios clairement qui étaient liés à la question de la sexualité. Et par exemple, donc là, quand il va faire ce film en 1940, The Shop Around the Corner, il y tenait beaucoup. C'est sa propre production, donc il y a vraiment, voilà, il tenait beaucoup à ce film-là. Mais avant, il avait eu l'idée de faire un remake de Haute Pègre, du film que je vous ai montré. Et en fait, il a demandé à la censure, parce que la censure s'était tellement renforcée qu'il y avait des étapes. La censure, c'est un peu avant, et puis évidemment après sur scénario, et puis après sur montage. Et en fait, la censure lui a dit non, a refusé qu'il fasse un remake de son film en disant trop dangereux, Haute Pègre,
Voilà, parce que c'est quand même l'histoire de 3 personnes qui sont à la fois des escrocs et des amoureux. Et il y a l'idée que le rapport amoureux chez Lubitsch, c'est aussi un plaisir de scénario en scénario de jouer sur cette question d'adultère. Donc de 3 personnes pour savoir qui va être avec qui. Donc voilà, c'est une accumulation de choses comme ça, et c'est loin d'être juste un jeu sur les portes. Alors je profite juste en partie pour vous dire que dans un des entretiens qui est reporté avec un des biographes de Lubitsch dans les cahiers du cinéma, à la fin des années 70 ou 1980, excusez-moi, c'est dans l'ordinateur, mais j'ai oublié la date. Il y a, j'avais oublié en le revoyant, là ça m'est revenu, il y a Lubitsch qui dit, mais de toute façon, en fait, si je peux redéfinir la force de la Lubitsch Touch, c'est que je propose des épigrammes qui sont faits avec la caméra, qui ne sont pas juste des bons mots, et c'est au spectateur et à la spectatrice de comprendre. Donc il y a une envie de nous faire confiance à nous, spectateurs, qui est en lien aussi, il a beaucoup fait des comédies, il a lui-même été acteur de comédie, mais avec cette question du burlesque aussi, c'est-à-dire qu'on filme et on donne un temps d'arrêt pour faire comprendre aux spectateurs et aux spectatrices. Mais j'avais complètement oublié que dans le film, vous avez vu un moment Pépi, qui est au centre du cadre, au moment du téléphone, qui joue aussi, lui, beaucoup avec des jeux de mots, qui est vraiment au centre, au moment où justement il devient un personnage central de par le retournement de scénario. Il appelle donc il appelle la patronne, enfin la femme du patron du coup, il referme et en partant il dit « je vous laisse trouver vos conclusions ». Can't give you the whole story. Naturally, I'm tied up with my word of honor. But if it hadn't been for me, this place would be closed on account of suicide, and you'd all be out of a job. Matacek and Company, good morning. Oh, yes, Mrs. Matacek. Don't miss this, folks. Hello, Mrs. Matacek. Yes, this is Peppy speaking. That's right. Oh, I didn't bring you that bottle of perfume? Well, you're never going to get it. What do you think of that? Your perfume days are over, Mrs. M. Yes, this is Peppy speaking. Oh, you want to speak to Mr. Matacek? That's too bad. Just at the moment, he's up in a balloon with 2 blondes. Now, watch this. You wouldn't like to speak by any chance to Mr. Vadish? That got her. Draw your own conclusions. Et en fait, ça, c'est une phrase que Lubitsch disait beaucoup aux critiques. Je laisse le spectateur et la spectatrice se faire leurs propres conclusions sur les rapports. S'ils n'ont pas compris tout de suite pourquoi il arrive dans une Rolls Royce et avec un bijou à la main. Thank you, my good man. Morning, everybody. Here, my good fellow. Keep the change. Send your boy through college. Thank you, sir. Well? Voilà, c'est à nous de voir plusieurs fois ces indices. Et ça fait aussi partie, bien sûr, du grand plaisir de parier sur notre intelligence. Un épigramme, vous savez, c'est le mot littéraire pour dire que dans une... c'est pas l'idée c'est une forme de bon mot. Il faudrait que j'aille réviser moi-même. Mais dans l'idée qu'il n'y a pas des professeurs de français qui peuvent me... Pour moi, c'est un bon mot, mais c'est pas un jeu de mots. Donc, ça serait plutôt une phrase qui serait bien tournée. Mais je vais aller vérifier dans le dictionnaire. J'ai oublié d'aller regarder. En tout cas, là, en l'occurrence, quand il l'utilise sur la caméra, c'est l'idée aussi de, quand il l'utilise dans ses entretiens, c'est l'idée de chute. C'est-à-dire que vous avez aussi que plusieurs fois, on voit un personnage qui est au centre, il a pas exactement fait son entrée, d'ailleurs il est directement plein cadre, mais quand il a fini de dire sa tirade et l'humour de sa tirade, il ressort. Donc là, pour Lubitsch, c'est aussi l'idée que soit la caméra va accompagner son mouvement, mais elle peut aussi comment dire quelque chose de supplémentaire de par, encore une fois, les entrées et les sorties. Comment dire, un exemple dans le film, c'est ce qu'il disait lui-même, c'est-à-dire que ces touches, elles sont plurielles, et que du coup c'est difficile d'en isoler un. Or, un épigramme, c'est vraiment l'idée en littérature que c'est isolé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on prenait une strophe
et qu'on le transformait en épigramme littéraire, donc en quelque chose qui serait un bon mot, alors que lui il dit voilà, il y a le jeu d'acteur, il y a le travail sur les portes, il y a le dialogue de la pièce de départ, il y a mon jeu avec les portes, avec les portes, il y a les sous-entendus, voilà, il y a tout ça. Donc il dit qu'il isole quelque chose, alors qu'en fait il fait une accumulation plutôt de ses trouvailles, à mon sens. En tout cas c'est ce qu'il veut dire pour moi dans cette phrase-là. Et je vais aller revérifier épigramme. Sur les sous-entendus, non, je dis juste un truc qui m'a vachement ému ce soir, c'est la 8e fois que j'assume, mais c'est que chacun, ce qui plaît de l'autre chez chacun, c'est le rapport au langage. En fait, ce qui les séduit fondamentalement, c'est un rapport au verbe et à l'intelligence que le verbe transmet, même si ce verbe inclut du plagiat de Shakespeare, de Victor Hugo, c'est pas grave, voilà. Et en fait, Lubitsch fait ça aussi, parce qu'il va inclure quand même, pour moi, un clin d'œil assez explicite à l'un de ses maîtres, qui est Charlie Chaplin, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il a beaucoup influencé, notamment pour une scène qu'on attribue souvent comme une des origines de la Lubitsch Touch, qui est dans Woman of Paris, qui est une scène qui travaille vraiment uniquement sur la suggestion. On voit un train qui passe, sauf qu'on ne voit pas le train, pas les rails, on voit juste les lumières qui défilent sur les rails, enfin sur le quai. On est d'accord que Woman of Paris, c'est de Chaplin, hein, juste. Oui, l'opinion publique en français. Et ici, là, il y a à la toute fin, quand ils se reconnaissent. Sweetheart, Clara, I can't stand it any longer. Please, take your key and open Post Office Box 237 and take me out of my envelope and kiss me. Mr. Crowley, you must... Dear friend. You? Dear friend? C'est évidemment en 3 plans un remake des Lumières de la Ville. Elle lui dit « c'est vous », c'est les dernières paroles des Lumières de la Ville, et il est en train de mettre un œillet à son veston. Et évidemment, il se passe aussi ça dans les Lumières de la Ville, quand elle lui change sa fleur, puisqu'elle est fleuriste. Donc c'est une espèce d'hommage à un maître dans un film qui inclut la possibilité de l'hommage et du plagiat, et qui est quand même une espèce de merveille absolue d'intelligence et de sensibilité. Merci. Non, pardon. C'est que comme tu as rebondi sur l'idée du langage, et que c'est aussi une forme de performativité, comment on parle, tu disais qu'il y avait l'idée que le langage comme plagiat, et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le langage comme attaque. C'est-à-dire que moi, j'adore les moments, parce que ça arrive plusieurs fois, où il dit... Mais en fait, vous êtes en train de me dire quelque chose d'horrible, mais vous le dites tellement bien poétiquement. Et c'est aussi lié au type d'humour de Lubitsch, qui est reconnu de son vivant même comme très satiriste. C'est-à-dire que même l'attaque fait plaisir. Hein, finalement, c'est cette idée que si on a touché la personne, mais sans être grossier, et c'était toujours ce que fait Lubitsch, eh ben, c'est d'autant plus agréable. Même les pics sont agréables chez Lubitsch. Merci beaucoup, Claudine Le Pallec-Marant. Bonne soirée, messieurs dames.